ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous. Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses acquis parce que notre unité est notre seule arme contre toute forme d'oppression. Nous ne céderons même pas un centime de notre territoire à qui que ce soit. Le Cameroun est le nôtre et notre seul bien. Je suis corporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, commerçant, fonctionnaire, cultivateur, artiste, chômeur, facebooker, danseur, benskiller, taximan, dormeur. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous défendrons notre territoire. Un seul Cameroun, une seule nation, un même destin, tous pour un et un pour tous. Le Cameroun est formidable et à chaque goutte de sang de mon père militaire versé sur le champ de bataille, ma détermination grandit, ma soif s'accélère et mon amour pour ma patrie explose. Je suis Kolofata, je suis le Bir, je suis l'armée des terres, de l'air et les marins. Que dis-je? Je suis simplement mon pays. Vive le Cameroun, le siège des anges et la terre des intègres. Courage à nos valeureux protecteurs. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme. Soyons unis derrière notre armée. Une et indivisible. Je suis Cameroun, tu es Cameroun. Ensemble, nous vaincrons la patrie ou la mort. Nous sommes et resterons le Cameroun. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Mesdames, Messieurs, mon immense salut s'adresse à vous. Bienvenue à votre programme culte Invité spécial. Invité spécial met en scène un acteur qui aura marqué ou qui marque la scène ou l'opinion publique. C'est un acteur d'ici ou d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un homme qui s'inspire en nous inspirant sur ce que devait être le Cameroun de demain, le berceau de nos ancêtres. C'est un homme de science, un universitaire, un homme engagé, défenseur de la jeunesse, puisque son âge s'y prête. Mesdames, Messieurs, nous accueillons Cabral Libi. Salut à vous Cabral et bienvenue à Invité spécial sur ABK Télévision. Merci à vous, Monsieur Bika, de m'avoir invité et j'adresse mes salutations également à vos nombreux téléspectateurs. On dit que ce n'est pas facile de vous avoir. Vous êtes toujours entre deux avions et vous parcourez le Cameroun tout entier à la recherche des âmes pour lutter, pour inciter les jeunes à vouloir s'inscrire sur l'élection électorale. C'est peut-être plus réaliste de dire que je suis entre deux bus ou deux taxis. Merci. Entre deux avions parce que je sors pas tout le temps du Cameroun. C'est vrai que les rares fois où je sors, ça a généralement un fort retentissement. En revanche, à l'intérieur du Cameroun, je suis, depuis que l'opération 11 millions d'inscrits a été lancée, je suis en permanence en déplacement pour aller à la rencontre de mes compatriotes dans les 10 régions du Cameroun. Et ne me contentant pas souvent de m'arrêter au chef-lieu de région, il faut aller dans l'interland véritablement. Ça m'oblige à me déplacer. Mais de là à dire que il est difficile de m'avoir, je pense que ce soit vrai, la preuve, je suis là. Merci. Plantons donc les décors avec ce reportage qui retrace un peu le portrait de l'homme. Suivons. Cabral Libi Lingwe, dit Cabral Libi, est né le 29 mars 1980 au Cameroun. Journaliste et enseignant en droit à l'université de Yaoundé 2, Cabral Libi est de plus en plus l'analyste politique le plus en vue des médias au Cameroun. Ni
les Africains qui l'avaient effectivement porté, ni même les Américains eux-mêmes. Son engagement politique a marqué et boosté les esprits des Camerounais dans son initiative de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun, préparant ainsi un vote pour tous à la date prévue des élections présidentielles en 2018. Il crée son mouvement il y a un an dans un contexte sociopolitique différent. Inspiré par Emmanuel Macron, le jeune politicien de 39 ans veut apporter une vision nouvelle à la politique camerounaise. Au terme de sa tournée nationale et à la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, Cabral Liby, en collaboration avec des associations et collectifs des Camerounais à l'étranger, organise à cet effet une tournée politique et citoyenne sur le territoire de l'Union européenne et sur le Maghreb du 29 au 15 octobre 2017. Sa visite aux États-Unis leur a valu une récompense cette année au titre de lauréat du prix de l'excellence du meilleur booster de la démocratie camerounaise. Cabral Liby le jeune président pour le Cameroun de demain. Voilà, pour vous qui venez de prendre notre émission en cours de chemin, vous êtes bien sûr invité spécial et nous avons comme invité Cabral Liby. À la suite de ce portrait, est-ce qu'il retrace fidèlement le parcours de l'homme jusqu'à cette heure-ci? Davantage le parcours des inscriptions. Des inscriptions. Sur l'opération des inscriptions, je soupçonne que quelqu'un qui faisait partie de mon équipe dans la tournée du Septentrion, je soupçonne que c'est cette personne qui vous a donné certaines images. Mais globalement, j'aime bien les images où je suis dans la rue, en train d'échanger avec mes compatriotes. Il y a eu des images, là on était dans les rues de Marois, là on est dans le bureau du chef d'antenne, du délégué régional ELECAM du Nord. C'est à Garoua. Là on est dans la rue, je reconnais Mokhtar, je reconnais Armand, Christian Diok et les autres. Nous sommes sur le terrain. J'aime bien ces idées-là parce que ces images-là, c'est fait. Ça, vous avez vu, ça m'a arraché. Ça m'a arraché un sourire. Là, je suis effectivement à Garoua 1er, en train d'échanger avec les Lawan à une réunion, leur expliquer les tenants et les aboutissants. Là, on est dans un marché, en train de sensibiliser. C'est ça, en fait. Je veux dire, c'est très passionnant de faire ça. Moi qui suis habitué à exprimer mes idées sur les plateaux qui étaient habitués à exprimer mes idées sur les plateaux de radio et de télévision, j'ai aujourd'hui presque plus envie de le faire. J'ai juste envie maintenant de me retrouver sur le terrain, échanger directement avec mes compatriotes parce qu'on en apprend beaucoup. Quand vous allez, selon que vous êtes à l'est ou au nord ou à l'extrême nord ou à l'ouest ou au littoral, vous avez parfois le sentiment d'avoir voyagé d'un pays à un autre. Mais il y a une trame de fond. C'est que les Camerounais expriment à chaque fois les mêmes attentes et expriment aussi les espérances qu'ils sont en train de fonder en cette opération à ma modeste personne. C'est un retour qui est très intéressant, ça vous change, ça vous permet de mesurer, vous sentez véritablement le poids de ces attentes-là et ça vous transforme en quelque sorte. Transformation, oui, mais parlons véritablement de cette opération 11 millions d'électeurs dans le fichier 2017. Quelle est la raison d'un tel activisme? D'ailleurs, vous n'êtes membre d'aucun parti politique a priori. Un devoir de citoyen, un exercice de travaux pratiques pour l'université que vous êtes? Non, pas un exercice. À mon niveau, on ne fait plus les TP. On encadre ceux qui font les TP, on les dispense. Vous avez dit dans mon portrait, j'ai été recruté en faculté de sciences juridiques et politiques comme enseignant-moniteur. Les enseignants-moniteurs, ils encadrent les étudiants pour les travaux dirigés. Donc, ce sont peut-être des exercices, excusez-moi, que j'ai pu faire à mes étudiants, mais non. Là, on est dans du concret. Nous sommes partis d'un constat simple, je l'ai dit plusieurs fois. À la veille d'une année électorale, où il y aura 4 scrutins, nous nous étions rendus compte
qu'il y avait à peine la moitié des Camerounais en âge de voter qui étaient inscrits sur les listes électorales. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait faire quelque chose, surtout que l'atmosphère politique en ce moment-là nous semblait anormalement morose. On a donc décidé de lancer cette opération. Beaucoup d'ailleurs à l'époque nous disaient que c'était peine perdue, parce que pour mener une telle opération, il fallait des personnes, il fallait des hommes sur le terrain. Et étant dans un contexte camerounais où on parle du postulat de la présomption que les jeunes Camerounais ne se mobilisent que lorsqu'ils ont un intérêt immédiat, dont beaucoup ne vendaient pas, ne pariaient pas un copec sur cette opération. Mais Dieu merci, les jeunes ont capté le message, c'est parti de Douala. Des jeunes ont capté le message, ils ont commencé à travailler sur le terrain. Et puis, d'autres jeunes ont suivi, à Yaoundé et un peu partout aujourd'hui dans le Cameroun entier. Des jeunes sont en train de travailler pour mobiliser. C'est de là que c'est parti. C'est une opération strictement citoyenne qui vise à rappeler aux Camerounais que c'est leur voix qui compte. Quand on va aux élections, c'est eux qui doivent décider. Bon, évidemment, sur le terrain, nous avons des retours qui divergent. Mais globalement, les Camerounais ne s'inscrivaient pas pour de multiples raisons. D'ailleurs, on n'en est même pas totalement sorti. D'aucuns estimant que c'est joué d'avance, que ça ne sert à rien. D'autres que les cas met au service d'un candidat ou d'un système. D'autres n'y trouvant plus intérêt du tout, pas d'engouement du tout. Non, mais ce qui est passionnant, c'est que nous sommes sur le terrain, nous exerçons aussi nous faisons un travail de sensibilisation. Nous essayons de dire à nos compatriotes que non, toutes ces raisons que vous évoquez sont pour certaines vraies, fondées, mais ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour que les choses se passent autrement ou différemment. Et c'est ce travail qu'avec opiniâtreté et intrépidité, nous sommes en train de faire. Pour cela, il vous a fallu mobiliser quand même quelques fonds. Quand on sait que Cabral Libye, modeste fonctionnaire qu'il est, faire le tour du Cameroun, ça demande quand même quelques sous. Je ne suis même pas fonctionnaire, je suis cadre d'administration universitaire, comme on appelle maintenant. Oui, rien ne se fait sans argent. C'est Emmanuel Macron qui disait que la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, vous vous doutez bien que s'il faut se déplacer, les t-shirts là, que vous voyez, objectif 11 millions d'inscrits, il faut les faire, ainsi de suite. Bon, nous on n'a pas de gadget pour dire qu'il nous faut des fonds faramineux pour les commander du Chine ou que sais-je encore, non. Ça nécessite un strict minimum, nous travaillons sur un strict minimum, nous cotisons, les équipes cotisent, et c'est ça qui est exaltant. C'est un mouvement déjà inscrit en association? Non, ce n'est pas une association légale, d'abord nous n'en avons pas besoin. Nous menons, ça s'appelle opération, ça ne s'appelle pas association. 11 millions d'inscrits, c'est l'opération 11 millions d'inscrits. Les questions de légalisation, on s'en reparlera. Mais c'est d'abord une opération citoyenne. Et c'est pour ça que notre première ressource, ce n'est pas l'argent. Notre première ressource, c'est l'homme, l'humain. Parce que c'est une opération de sensibilisation. Oui, il faut de l'argent, parfois pour fabriquer les gadgets, les flyers, les affiches et autres. Il faut de l'argent pour payer des espaces dans les médias. Nous, on n'avait pas d'argent pour tout ça. On s'est dit, utilisons au max la seule ressource que nous avons, c'est-à-dire les êtres humains. Et comment toucher notre cible? Nous sommes des hommes, ce sont les hommes que nous voulons toucher. Si nous sommes présents dans tous les arrondissements, si nous sommes présents dans tous les quartiers, ben, nous ferons du porte-à-porte. Si nous croisons les gens dans la rue, nous pouvons leur demander s'ils sont inscrits ou pas. S'ils ne le sont pas, nous les dirigeons vers un point Elecam pour ceux qui le voudront bien. Et nous nous sommes dit, première chose à faire, prenons attache avec Elecam. Et lorsque nous avons pris attache avec Elecam, nous avons découvert qu'Elecam même voulait faire du chiffre. Contrairement à tout ce qui s'est dit, nous on a découvert un autre Elecam. Un Elecam composé de Camerounais comme nous, jeunes, moins jeunes, ainsi de suite, et qui en interne s'était fixé des objectifs chiffrés. Donc lorsque nous sommes allés vers Elecam, ils nous ont dit tout leur regret de n'avoir jamais été suffisamment appuyés par les partis politiques, dont c'est la mission principale entre deux élections. Et ils ont accueilli avec beaucoup de bonheur notre arrivée à leur côté, et ensemble, d'un endroit à un autre, nous avons commencé à faire des plannings
de travail. Ce qui fait que généralement, quand Elecam va en descente quelque part, nos équipes là vont autour essayer d'appuyer le travail, rencontrer les passants, les amener à s'inscrire, aller dans les alentours, sensibiliser, cognant aux portes des maisons, demandant aux gens d'aller s'inscrire. Ça a provoqué un frémissement, un léger frémissement. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais en ont été plutôt enchantés de voir des compatriotes mener un travail bénévole et de citoyenneté. C'est peut-être pour ça que ça a marqué autant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'opération 11 millions d'inscrits. On n'a peut-être pas encore atteint nos chiffres, mais on a déjà une grande victoire. Celle d'avoir réveillé la citoyenneté, d'avoir réveillé le patriotisme, d'avoir rappelé aux uns aux autres qu'il n'y a pas que l'argent. On peut suivre, on peut se battre pour ses convictions. On peut avoir une vision et se mettre au travail pour elle, sans forcément avoir été payé, sans forcément avoir l'expectative de gagner des millions devant. Je pense que c'est j'ai envie de dire, c'est cette révélation que la jeunesse est en train d'apporter au Cameroun. C'est que contrairement à tout ce qu'on pensait, les jeunes peuvent encore se lever, se battre, se mobiliser, travailler bénévolement, faisant le sacrifice de leurs maigres économies pour alimenter une vision qu'ils ont. Et ça, c'est la grande révélation de 2017. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'une organisation, une association logée en Europe a décidé de me donner ce prix-là que je vais forcément, mais alors avec toute la joie, partager avec ces jeunes, ces hommes, ces femmes qui ont cru en cette opération. Là, on parle de Cabral Libye, mais aujourd'hui, Cabral Libye, ce n'est plus l'individu des plateaux, c'est quelqu'un qui incarne en fait toute une espérance, toute une mobilisation. Permettez-moi de dire une petite pensée que nous avons empruntée dans une annonce que vous avez faite concernant cette campagne de 11 millions d'électeurs. Vous dites « Des milliers de mes compatriotes m'ont appelé à présider à leur destinée. Cet authentique appel du peuple m'honore. » Vous dites « Je me sens sur mes épaules la lourde responsabilité d'un élu des cœurs et de raison. Merci à toute l'humanité. Le triomphe électoral d'idées nouvelles sur lesquelles nous nous accordons le moment venu et d'hommes nouveaux lors des échéances à venir nous impose dès maintenant à tous un profond changement. Le changement donc vous faites appel, le changement donc vous prenez aujourd'hui. Mais quand vous parlez de l'appel du peuple, ce n'est pas un peu paraphraser le choix du peuple? Mais écoutez, paraphraser, c'est dire en d'autres mots ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Et il ne me semble pas que cette figure de style-là soit un tort ou un crime. On peut paraphraser s'il y a une convergence d'idées. Sur ce point bien précis, je vous remercie pour cette citation. Vous savez, parfois je me relis et je ne me reconnais plus. Parfois je me demande mais quelle inspiration j'ai pu avoir pour dire ça. Mais je me rappelle très bien dans quel contexte j'avais dit cela. Il y avait l'emballement, le buzz, comme on dit, autour de ma candidature. Et j'ai ressenti cela, effectivement. Mes compatriotes, qui de but en blanc, me disaient, Cabral, va à l'élection présidentielle. Va à l'élection présidentielle. Je le recevais de partout. Et en ce moment-là, j'ai effectivement senti le poids d'un élu des cœurs. Vous savez, il y a une chose, une denrée qui est rare et que les hommes politiques recherchent avec frénésie. C'est la sympathie. La sympathie. Vous parlez de sympathie. C'est ça. Les hommes politiques payent des milliards, parfois simplement pour que les gens fassent semblant de les aimer. Et c'est ça la traduction, c'est ça qu'il y avait derrière les appels du peuple. Vous savez, le président Biya en a fait l'objet. Les motions de soutien qui fusaient de toutes parts, au point qu'on les a consignées dans un document qu'on a archivé. Alors, quand je faisais la comparaison, parce qu'en fait, j'essayais de dire que, en comparaison de ces autres appels du peuple que nous lisions dans Cameroun Tribune, ces appels-là, cet appel-là dont moi je faisais l'objet, de mon point de vue, était authentique. Il n'était pas préfabriqué. Pour faire un clin d'œil au stade qu'on préfabrique quelque part, non, il n'était pas préfabriqué.
il n'était pas prémédité. C'était spontané. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. C'était authentique. Des personnes à qui j'avais rien demandé ont décidé de m'offrir une chose vers laquelle et derrière laquelle j'ai jamais couru. J'ai jamais cherché la sympathie des gens. J'ai jamais cherché à me faire aimer. J'ai juste toujours voulu convaincre les Camerounais de ce qu'ils avaient le devoir de se mobiliser pour le changement. J'ai toujours tenu un propos qui visait à clarifier les choses. Vous m'avez présenté comme analyste politique. Vers quel point, vers quel objectif toutes mes analyses ont toujours convergé? Vers la construction d'un Cameroun différent, d'un Cameroun meilleur, une terre de joie et de bonheur pour tous ceux qui ont eu la grâce d'emporter la nationalité. Ça a toujours été ça mon combat. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je crois que cet appel du peuple trouve aussi son fondement dans ma constance. Ça fait 13 ans que je dis à peu près la même chose, que j'exprime à peu près les mêmes idées. Elles sont convergentes, elles sont constantes. Ça finit certainement par renvoyer de moi l'image de quelqu'un de sérieux, l'image d'un homme de conviction. Et c'est évidemment, c'est ponctué de beaucoup de courage. Ça, on me l'a souvent dit. Et souvent, j'ai osé. Certains sujets très délicats, très difficiles, qui concernent parfois le président de la République, les choix du président de la République, dans un contexte où beaucoup de gens sont pleutres et hypocrites. Moi, j'ai toujours dit des choses telles que je les pensais. Et bien, ce courage aussi m'a distingué de beaucoup d'autres personnes. Et puis, ça a fini par m'isoler comme quelqu'un en qui on pouvait faire confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, une bonne partie de mes compatriotes sont prêts à miser sur moi. En 2007, il nous souvient que vous avez tenu des propos pas assez tendres avec le chef de l'État en disant que le chaos dans lequel on plonge aujourd'hui, c'est lui qui en est la cause. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes toujours sur les mêmes positions, que ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun, le climat sociopolitique, culturel, économique qui nous entoure, que nous connaissons aujourd'hui, c'est à lui qui en est en partie la cause. Oui, évidemment, c'est lui le chef de l'État. Il est là depuis le 6 novembre 1982. Et il s'est fait réélire à maintes reprises. Et à chaque réélection, il a pris des engagements devant son peuple. Lorsque ces engagements ne sont pas tenus, vous voulez qu'on tienne qui d'autre pour responsable? On est dans un pays qui n'a de cesse de reculer. Économiquement, politiquement, socialement, sportivement, si vous voulez. Nous allons y revenir. On va y revenir. Le pays n'a de cesse de reculer. Et vous voulez que cela soit mis à l'actif de qui? À l'actif, évidemment, d'un ordre gouvernant, à la tête duquel se trouve un homme, le même, c'est M. Paul Biya. Il faut avoir le courage de lui dire que, bon, écoutez, vous vous êtes fait réélire à chaque fois. Et d'ailleurs, sa proportion d'électeurs ne cessait de croître. Donc, les chiffres, à l'issue des élections, laissaient l'impression qu'il était quelqu'un de plus en plus adulé, alors que, curieusement, ses résultats étaient de moins en moins bons. C'est quand même une sorte de paradoxe. Dans un pays où les gens font un constat d'échec, mais gratifient quand même celui qui en est responsable d'une nouvelle élection. C'est un paradoxe camerounais, peut-être, que nous sommes des sadomasochistes dans notre pays, j'en sais rien. Ceux qui font des études plus poussées dans ces domaines-là nous diront peut-être un jour. Mais moi, je crois que cette affaire n'est pas aussi simple que cela. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de dire que ces appels du peuple qu'on nous a souvent brandis, je pense que c'est des choses que les gens écrivaient dans leur maison et mettaient des noms des gens derrière. Mais bon, c'est des choses qui ne me concernent pas. Donc, le président Biya, je pense profondément, et ça n'a pas attendu 11 millions d'inscrits, je l'ai toujours dit. Vous savez, il y a 13 ans, j'étais déjà signataire d'un appel. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants et plus de 5000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 2004, c'était une année électorale. C'était à 13 ans de l'opération 11 millions d'inscrits. J'ai toujours pensé que le président Biya avait fait ce qu'il pouvait, son système avec, mais qu'il était temps que quelqu'un d'autre essaye. Que le peuple se choisisse un autre chef d'État, qui viendra se choisir d'autres ministres. Qu'on essaye un peu avec d'autres compétences, qu'on essaye avec une autre façon de faire. J'ai lu pour le libéralisme communautaire son projet de société qu'il a publié en 1987 aux éditions Jean-Pierre Favre. Je donne la maison d'édition parce qu'il peut en avoir d'autres, mais celle-là est authentique. Moi, j'aime avoir les références sûres. Ben, j'ai lu le document. La nouvelle société politique qu'il propose, l'État au service de l'homme, que de beaux slogans, que de belles idées, une très belle prose, dit-on, pas écrite par lui. D'ailleurs, la suite semble donner raison à cette thèse, effectivement, que je n'épouse et ne partage pas. Mais, toutes ces belles idées, que sont-elles devenues?
Eh bien, c'est devenu le pays où nous sommes, un pays où les gens croupissent dans la misère, un pays où les gens n'espèrent plus en rien, où on a mis tout le monde en ordre de mendicité, derrière un groupuscule d'individus qui ont pris le pays en otage. Voilà la réalité dans laquelle on est. Et moi, on me demande, moi, de souscrire par peur à cela. Eh bien, je dis non. Je m'attaque à cela. Ça n'a pas attendu 11 millions d'inscrits. Revenons maintenant à l'action qui nous intéresse le plus, votre projet politique. Je n'en ai pas C'est encore. compter avec, nous y arrivons, c'est compter avec les partis de l'opposition, ou vous allez évoluer en cavalier seul en 2018. Allez-vous adhérer à un parti politique ou dans lequel parti effectivement allez-vous militer? Parce que votre action a des propensions purement politiques. Qu'allez-vous faire exactement en 2018? Toutes ces élections dont vous parlez, pour paraphraser, mais là encore que ce ne serait pas paraphrasé, ce serait même cité si vous voulez, sont certaines, mais encore un peu lointaines. C'est dans un an. La présidentielle, elle, aura lieu entre le 14 septembre et le 14 octobre, dans plus d'un an. Les législatives, en principe aussi, oui, parce qu'elles ont eu lieu le 30 septembre 2013, et selon la Constitution, la nouvelle élection doit avoir lieu 40 jours avant l'expiration du mandat en cours, qui lui-même a commencé au premier jour de la première session de plein droit qui s'est tenue le deuxième mardi après la proclamation des résultats. En fait, c'est pas moi, je fabrique pas tout ça, c'est dans la Constitution. Donc tout le monde peut faire le calcul et trouver à quelle date à peu près pourrait avoir les élections législatives. Donc je serai aux élections. Nous serons aux élections. Notre projet de société sera en concurrence à toutes les élections. Les municipales, les sénatoriales, les députations et la présidentielle. Candidat indépendantiste. Dans quel parti politique gardez votre mal en patience? Ce sera le cas. Candidature indépendante, puisque seule la présidentielle au Cameroun autorise les candidatures indépendantes. Prenez votre mal en patience. Pourquoi êtes-vous si pressé de connaître des choses qui viennent à vous? Parce que ça, ce n'est pas le plus important, Luc Biga. Monsieur Biga, ce n'est pas le plus important. Le plus important est ailleurs. C'est que si je suis candidat, si vous êtes candidat à ce que je vous propose, ou d'autres qui nous regardent, qui va vous voter? Pourquoi voulez-vous absolument que quelqu'un annonce sa candidature dans un environnement où ceux qui devraient se prononcer en sa faveur ou en sa défaveur se fichent royalement de l'exercice électoral? Bon, se foutait. On est obligé de conjuguer maintenant au passé récent parce que l'opération 11 millions d'inscrits, qui est venue elle-même s'inscrit dans le prolongement d'autres opérations qui avaient été lancées avant. Il y a eu une opération 15 millions d'inscrits qui existait. Et puis les partis politiques, pour certains, font un travail relativement intéressant dont il faut noter ici, je veux dire, oui, les résultats. Ben, tout cela a provoqué aujourd'hui un réel frémissement, comme je le disais tantôt. Donc, c'est ça qui, pour nous, est aujourd'hui la priorité. C'est l'électorat. Est-ce que les Camerounais s'intéressent à nouveau à ça? Les réponses aux questions que vous posez, ça vous tient visiblement à cœur, et vos confrères avec auront des réponses. Elles ont même déjà des réponses qui ne tarderont pas à vous être livrées. Mais là, notre préoccupation, c'est que nous allons à la fin de la campagne d'inscription sur les listes électorales qui s'arrête le 31 août 2017, en attendant que la nouvelle commence le 1er janvier 2018, nous nous concentrons pour le moment sur les inscriptions sur les listes électorales, et j'en profite encore pour dire à vos nombreux téléspectateurs que ça s'arrête très bientôt, ça s'arrête le 31 août. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Il y a une antenne Elecam dans chaque arrondissement du Cameroun. Les équipes d'Elecam se déplacent comme elles peuvent, mais c'est un peu difficile parce que pour l'année en cours, les budgets qui sont alloués à Elecam, les budgets de fonctionnement n'ont pas été régulièrement alloués. C'est tout récemment qu'on a affecté à Elecam le budget du deuxième trimestre. Donc cette année, si Elecam n'a pas eu les moyens de travailler véritablement, et du coup ça a provoqué une certaine timidité pour l'année en cours dans les inscriptions. D'ailleurs, le traitement même du personnel de l'ECAM est sujet à caution aujourd'hui. Seulement, il y a quelques jours, vers le 20 ou un peu après le 20 août, que les salaires de juillet,
leur ont été versés, alors que tous les autres salariés de l'État avaient déjà leur salaire. Je me demande bien pourquoi c'est à la veille d'une année électorale cruciale qu'on observe ce type de dysfonctionnement. Mais bon, en tout état de cause, on est dans un pays où nous avons appris à nous adapter et nous continuons à nous adapter. Et nous disons merci au personnel de l'ECAM avec qui nous travaillons main dans la main pour que cette opération soit un franc succès. Et elle le sera. Dans votre opération main dans la main avec l'ECAM, nous allons prendre une pause, mais pour aller dans le septentrion, voir le déploiement de Cabral Libye avec toute son équipe. Nous suivons. C'est la même chose, ça a changé. C'est tout le même. Oui, mais c'est là où ils ont. L'inscription sur les listes électorales, ce n'est pas exprimer tous qui sont ici. Pour être sénateur, pour être député, il faut passer. Depuis 2012, que l'opération de révision, l'opération d'inscription sur les listes électorales en âge de voter ne sont pas informés. Est-ce que le total qui nous est assigné n'est pas atteint? Nous avons un chiffre de 3961. Vous voyez le pourcentage, ce soit les gens sont au-delà de 100% inscrits. Dans notre secteur, les gens, la distribution des cartes également depuis 2012. Mais depuis 2012, il reste 2100 de tout ce constat que le sous-préfet a jugé utile, n'est-ce pas, de vous réunir. Pour que ceux-là qui sont fait enregistrer puissent récupérer leur carte de vote qui est établie. C'est une réunion de sensibilisation des chefs traditionnels, des populations à travers les chefs traditionnels. Sensibiliser. Les jeunes peuvent aller de ménage en ménage pour leur dire que viennent s'inscrire. Et si d'aventure il y a ceux-là qui sont fait enregistrer, ils passent également parce que la commission d'inscription sur le conseil des porteurs de l'ECAM avec les peut passer immédiatement. Il est mieux de dire à ceux-là qui sont fait enregistrer ou qui ont leur carte en instance de profiter. 176 cartes, 155 cartes, le quartier Yélois, 80 cartes, le quartier Colbibes, 20 cartes, le quartier Sarare, 15 cartes, le quartier Bamideke, 25 cartes, le quartier Tukurile, 17 cartes, le quartier Mehiri, 25 cartes, le quartier Hausare, 90 cartes, Foupéré 1, 164 cartes, Foupéré 2, 60 cartes, Foupéré 3, 100 cartes, Ouro Ousso 1, 53 cartes, Ouro Ousso 2, 94 cartes, Ouro Ousso 3, 242 cartes, Djamboutou, c'est-à-dire tout Djamboutou, 175 cartes, Oléré, 147 cartes, Ouro Labo, 54 cartes, Plateau, 136 cartes, Sabongali, 64 cartes, Djoumassi, 1 carte, Lomodou, 12 cartes. Il y a des cartes comme ça qui sont stockées. C'est la carte restante de son secteur. Il faut dès aujourd'hui, parce qu'on a fait le programme là. Là, on sait que sa carte est déjà mise à jour. Voilà.
bien. Il convient de vous distribuer le programme. Je crois qu'il faut distribuer le programme. Des choses aussi à dire aux chefs nationaux qui sont là, puisqu'on est là dans le cadre de la sensibilité. Plus connu pour ceux qui regardent les débats télévisés, plus connu comme débatteur. Mais je suis un personnel de l'Université de Yaoundé à soi, enseignant moniteur. Nous avons lancé, je suis peut-être le porte-parole, nous sommes un groupe de jeunes qui avons lancé une opération il y a environ 2 mois et demi. Ça va commencer en mai. L'opération, au moins 11 millions d'inscrits. Nous sommes partis du constat de 4 élections au Cameroun, présidentielles, députés, sénateurs, conseillers municipaux, sur environ 13 millions de Camerounais à l'âge de l'époque, à peine la moitié, moins de la moitié étaient inscrits. Et nous sommes allés travailler sur les statistiques de l'Institut national de la statistique. Comme nous avons combiné avec les statistiques de l'ECA, nous nous sommes rendus compte que la moitié des Camerounais ne voulaient pas s'inscrire sur les listes électorales, ou alors n'étaient pas encore inscrits sur les listes électorales. Nous avons donc lancé une opération de au moins 11 millions. C'est une opération de sensibilisation. Et nous essayons de créer dans tous les arrondissements du Cameroun un groupe, un comité de cette opération qui mène la sensibilisation dans les arrondissements. Nous avons choisi les arrondissements. Les compatriotes s'inscrivent sur les listes électorales. Telle est notre objectif. Après, ils votent pour qui ils veulent. Parce que beaucoup de gens ont commencé à nous combattre en disant que pour certains, nous sommes à la solde du pouvoir. Pour d'autres, c'est l'opposition. Pour d'autres, c'est même l'étranger qui nous fait. Surtout quand j'avais fait un voyage à l'étranger. Non, il n'en est rien. Une fois que les citoyens sont inscrits, le jour du vote, ils votent. Si quelqu'un veut voter pour le changement, il vote pour le changement. Si quelqu'un veut voter pour qu'il n'y ait pas changement, il vote pour qu'il n'y ait pas changement. Mais au moins, les citoyens exercent leur vote. Et dans cette sensibilisation, nous essayons également de dire aux gens, arrêtons de croire à tout ce qu'on dit. On dit, oh, les campagnes au service de Paul Biya. Ce n'est pas vrai. Moi, je critique beaucoup Paul Biya. Je critique le régime à longueur de journée. Ça m'a même déjà valu de temps en temps de coups de fouet, parfois des arrestations. Mais, depuis que moi je travaille sur cette opération, s'il y a un organisme qui nous accompagne, c'est l'État. Ce jeune, par exemple, lui, il vient de voir. On est parti à Yaoundé ensemble parce qu'on s'arrête dans tous les arrondissements depuis 6 jours. Il peut vous dire comment ils font à droite, c'est la même chose. Ils appellent les camps, ils sensibilisent dans les quartiers, on fait du porte-à-porte, on va dans les quartiers, on sensibilise les maisons et tout. Et puis, les camps nous disent nous sommes à tel endroit et les gens vont à cet endroit s'inscrire. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir passé la parole parce que, comme nous sommes là aussi pour mettre en place une équipe qui va faire ce travail dans chaque arrondissement et même dans les autres arrondissements de département. Donc, comme vous êtes les autorités traditionnelles. Nous sommes sur invité spécial et comme invité spécial de ce jour, nous avons Cabra Libi. Déjà à la première partie de cet entretien, nous avons un peu évoqué l'opération 11 millions d'électeurs qu'il a entrepris depuis peu à travers le triangle national. Une action qui s'inscrit, une action citoyenne qui invite tout un chacun, en particulier, à se mobiliser et à se rendre devant une antenne EDECAM dans tous les arrondissements du Cameroun. Mais nous poursuivons notre entretien. Cabra Libi, on vous voit sur la scène, peut-être après l'élection du 14 mai dernier en France, d'où on assimile un peu votre mouvement à de l'effet Macron.
Votre action politique, est-ce un mûrissement ou c'est par un coup de tête? Ou parce que, comme vous disiez en première partie, que c'est comme un appel du cœur du peuple. Est-ce que vous vous sentez prêt et mûr pour la chose politique aujourd'hui? Il faut peut-être qu'on s'accorde sur les indicateurs de mûrissement ou de maturité ou de maturation d'une ambition, pour qu'on fasse donc maintenant une évaluation du degré de mûrissement ou de maturation. Il me semble d'ailleurs que lorsque Emmanuel Macron, un an, jour pour jour, pratiquement avant l'élection en France, avait lancé le mouvement En Marche, on avait entendu ce type de questions, on avait entendu ce type d'affirmation. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes prêts à gagner quoi que ce soit. Nous sommes dans une perspective où tout se construit chaque jour. Il faut travailler, il faut garder le cap, il faut avoir une idée de ce qu'on veut, il faut avoir un objectif. Et chaque jour qui passe, on travaille à l'atteinte de cet objectif. Nous verrons si au lendemain de l'élection ou des élections, nous aurons été mûrs ou matures ou pas. Ça, ce n'est pas des choses qui nous préoccupent. Nous ne sommes pas dans une sorte de concours de beauté où nous sommes devant un jury pour nous faire juger sur notre niveau de maturité. Nous serons jugés sur notre niveau de proposition. Je vous dis que nous travaillons sur un projet de société. Nous entrons en politique avec des idées pour transformer la société. Donc, lorsque ces idées vous seront proposées, ben, vous nous direz si vous les trouvez mûrs, matures ou pas. Mais en dehors de ça, moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on entend par maturité. Peut-être la structuration d'un mouvement, d'un parti, s'assurer qu'on a dans ses rangs les personnes qu'il faut, les hommes qu'il faut. Nous sommes en train d'y travailler. Il y a 3 mois, lorsque l'opération, je vous le disais en entame, avait été lancée, ben, il s'est trouvé des gens qui disaient qu'il n'y a rien dedans. C'est un individu qui veut se faire voir. C'est un individu qui veut sa part, d'ailleurs. Puis, ça a migré. Vous avez tout entendu dans cette affaire. Et puis, c'est devenu qu'il est le pion de Paul Biya. Ce n'était plus l'individu. Moi, je me souviens des premières réactions d'un militant du RDPC, Daniel Claude Abaté, dans son groupe Facebook. Il me traitait de maigrichon affamé qui veut juste sa part de gâteau. Puis, il s'est tu. Ceux d'en face, les militants du MRC et du SDF ont pris le relais, me traitant d'idiot, mon opération d'idiote et de personnes qui me suivent d'idiot. Et puis les autres ont créé maintenant le mythe du pion. Non, c'est le pion du système. On a fabriqué des histoires comme quoi étudiants j'étais indique et tout ça. Bon, en fait, on a tout entendu. Mais tous ces éléments me confortaient à l'idée que j'étais sur le bon chemin. Parce que justement, une opération ambitieuse, sans adversité, n'en est pas une de confiance à la vérité. Tout cet emballement, toutes ces inimitiés, toutes ces attaques, c'est ça qui mûrit le projet. Ça endurcit, ça vous donne davantage d'allant, davantage de force, davantage de maturité. C'est cela. Je les encourage d'ailleurs à continuer, parce que plus ils montent en puissance, nous aussi nous montons en maturité et en force. Donc c'est pour nous en fait une alimentation spirituelle, ce qu'ils font contre nous. Et nous travaillons. Je vais vous dire, en étant allé sur le terrain, à la faveur de cette opération, j'ai appris beaucoup. Il y a beaucoup d'intuitions que j'avais qui ont été confirmées. Il y a aussi beaucoup d'illusions que je me faisais qui ont été défaites. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Un aîné me l'avait dit en tout début, il me disait, Cabral, oui, jusqu'ici tu avais une appréhension des choses, comme l'analyste universitaire, Juché. C'est pour cela que je parlais à l'entame. Vous partez du cas d'école pour expérimenter le cas pratique, puisque vous étiez sur le terrain. Il me semble qu'il n'y a pas une autre démarche qui puisse être faite. Je suis allé sur le terrain à la faveur de l'opération S millions d'inscrits, j'en reviens et je repars. Dès le 1er septembre, je repars sur le terrain avec une nouvelle offre. Cette fois avec un mouvement. Après le mouvement, il y aura une nouvelle offre. Je repars sur le terrain à la rencontre de mes compatriotes. Dès le premier, d'abord pour une éducation à la citoyenneté, leur rappeler que quand on est inscrit ou qu'on s'est fait inscrire, il faut maintenant retirer sa carte. Et lorsqu'on a retiré sa carte, comment est-ce qu'on se met en position d'être un électeur efficace dans un contexte comme le nôtre qui est parsemé d'embûches et d'hypothèques.
c'est ce travail que nous allons lancer. Et puis, au renfort de cela, je vous l'ai dit, il y aura un projet de société. Et nous le voulons d'ailleurs inclusif. Nous n'avons pas la prétention, nous, d'apparaître dans l'espace politique camerounais comme étant un homme providentiel qui a des solutions à tout, comme s'il était un petit génie sorti tout droit du paradis. Non, nous ne sommes que des humains. Nous avons nos intuitions. Et puis, ce que nos compatriotes nous proposent enrichit ce que nous avons, soit en ajustant, soit en confortant. Et c'est ça qui, au bout, va faire le fruit blé dont vous parlez. D'ailleurs, vous savez que même dans des environnements occidentalisés où la démocratie a une vieille tradition, là-bas, même en cours de mandat, un élu revise sa position. Pas seulement là-bas, ça se voit aussi en Afrique. Donc le mythe du fruit prêt, le mythe de la maturité, eh bien, si cela tenait le coup, je pense qu'au bout de 35 ans de pouvoir, le Cameroun serait un Eldorado. Parce que pour quelqu'un qui est arrivé au pouvoir à 49 ans et qui a 35 ans d'expérience, je pense qu'il n'y a pas meilleur temps de préparation et de maturation. Sauf que d'ambition en réalisation et tout ce qu'il y a eu avant, je crains que, comparé à moi, il y a encore peut-être besoin de plus de temps de préparation et de maturation. Et lorsque je parlais de mûrissement, de maturation, c'est parce que des langues disent, ou vos adversaires d'en face, ou vos détracteurs, entre guillemets, parlent que vous n'avez pas de vécu politique. Quelle est la réponse que vous leur donnez? Cabral Libi, c'est SDI, lui, il n'y a pas de génération spontanée. Il sort d'où, celui-là? Est-ce qu'il va apporter, comment je le dirais, est-ce qu'il a la solution magique à tout? D'abord, aussi longtemps que je regarde cette émission, je ne vous ai pas vu inviter des champignons. Vous savez ce qu'on appelle un champignon, non? Oui. C'est-à-dire, c'est une chose qui a poussé hier, ou le matin même. Je ne me souviens pas que dans cette émission, vous invitez des champignons politiques. Donc, d'où vient-il que de votre bouche sorte que je suis une génération spontanée? Vous êtes sérieux et sincère quand vous le dites? Non, vous relayez les mauvaises langues. Répondez-leur qu'elles se trompent. Je ne suis pas une génération spontanée. Cabral Libi a une existence dans l'espace public qui est connue. Donc vous pensez que ceux qui m'appellent à être candidat à l'élection présidentielle m'ont découvert hier soir? Non. Cabral Libi, vous l'avez dit dans le portrait que vous avez dressé de moi, c'est un Camerounais qui est connu depuis des années dans l'espace public médiatique, comme ayant pris un certain nombre de positions qui lui ont valu la respectabilité et aujourd'hui la confiance de ses compatriotes. Maintenant, oui, on veut dire que je suis donc un blanc-bec politique. Ça veut donc dire que l'espace public dans lequel je me trouvais n'était pas un espace politique. S'il n'était donc pas politique, c'était un espace de quoi? Mais c'est curieux quand même. J'y ai rencontré à longueur de mission des militants du RDPC, des militants du SDF. Et il me semble que lorsque nous discutions souvent dans ces espaces de discussion publique, mes arguments trouvaient leur place. Alors, si j'ai pu débattre pendant longtemps avec des hommes politiques, que parfois j'ai convaincu par mes arguments, c'est aujourd'hui que je rentrerai donc dans le champ politique de la conquête des fonctions politiques, que je deviendrai un blanc-bec. Et que mes arguments qui les convainquaient hier deviendraient des arguments de nourrissons qui n'avaient pas à être écoutés. Non, c'est de la petite manigance de paresse. C'est de la petite diversion en réalité. On essaie de me disqualifier en mettant en avant l'argument de la récence. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils affichent une réelle haine. Vous avez vu certains d'entre eux quand ils parlent de moi à la télé? C'est à peine s'il n'y a pas des fuseaux de feu qui sortent de leurs yeux. C'est de la haine primaire qui est nourrie par de la jalousie. Ok, il a 37 ans. Pourquoi il est tant aimé? Pourquoi il est tant adulé par ses congénères? Tous voudraient être à ma place. Mais moi, je n'ai pas demandé qu'il s'adresse à Dieu. Monsieur Bika, ces gens-là qui m'adulent, en fait, pas tous les Camerounais, il y en a qui me détestent, la preuve, je vous parle d'eux. Mais demandez-leur pourquoi. Ils me connaissent comme ils les connaissent. C'est eux qui choisissent, parce que c'est le peuple qui est souverain. Donc je ne sais pas pourquoi je suis la cible de leur haine. Mais moi, je n'entre justement pas dans le champ politique avec des plans de cloison, avec des plans de règlement de compte, avec des plans de haine, moi, ou de division. J'entre en politique parce que je pense que l'urgence de changement nous interdit de déperdition d'énergie
dans des guerres d'égoïsme, de division. Moi, j'ai les mains tendues et grandes ouvertes pour embrasser et me laisser embrasser. Donc, pour répondre à votre question, parti politique ou pas, je l'ai déjà dit clairement, je suis dans une démarche où j'espère qu'une coalition de changement, d'énergie nouvelle, d'idées nouvelles, d'hommes nouveaux va se construire. Bon, dans le cadre de l'opération 11 millions d'inscrits, j'ai essayé de me rapprocher d'un certain nombre d'hommes politiques qui estimaient qu'ils n'avaient pas à soutenir ouvertement cette opération parce que ça laisserait le sentiment que eux, les anciens, s'alignaient derrière un nouveau, derrière les idées d'un nouveau. Donc, ils me demandaient au préalable de dire d'abord clairement que moi, je m'alignais derrière eux afin que par derrière, ils me soutiennent. Prosper Nkuvondo, il est donc professeur d'université, maître de conférence, c'est son grade. Lui, il m'a accepté. Il a accepté mon idée. Et il l'a soutenu, vous avez tous vu les images. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en off que malheureusement, votre faisceau d'images aurait pu être complété par les images de Ngaoundéré, de Menganga ou de Marwa. Oui, le professeur Prosper Nkuvondo, lui, qui est président d'un parti politique univers, qui a des élus, donc qui ira jusqu'aux élections présidentielles. Lui, il l'a dit clairement, il a dit avant d'être homme politique, il était d'abord citoyen. Et d'ailleurs, lui, il a dit qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Mais ensemble, on a fait un travail extraordinaire lors de mon passage dans la Damawa. Et par la suite, mes équipes et ses équipes sont en train d'arrache-pied, d'abattre au quotidien un travail extraordinaire qui, à coup sûr, va produire des résultats extraordinaires. Voilà la nouvelle façon de faire de la politique. Pas que des potentats d'opposition se dressent contre des potentats de perpétuité au pouvoir. Vous savez, il y a des pôles bien en face dans l'opposition, c'est-à-dire des éternels présidents, et puis ils veulent être des éternels contrôleurs, et je ne sais même pas si c'est le mot, d'un foncier d'opposition. Je ne sais pas qui serait leur patrimoine familial ou que sais-je encore. Non. Écoutez, je le dis encore, l'urgence qui s'impose aux nouvelles générations de se lever, qui commande aux nouvelles générations de se lever pour donner une autre direction au Cameroun, nous commande également d'éviter de nous perdre à suivre ceux qui ne se contentent pas de faire leur aggiornamento et le constat de leurs échecs passés, peut-être pour conseiller les nouveaux, ben ils se dressent contre eux. Écoutez, cette bourrasque-là qui entre dans le champ politique emportera sur son passage tous ceux qui se dresseront devant elle. Ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, moi je vous le dis, on construit, je ne me prévaux de rien, mais allons-y, on verra. Cabral Libye, dans cette atmosphère, comment est-ce que vous vous voyez? Parce qu'on vous considère comme un dérangeur. Vous, que pensez-vous de vous dans ce système? Je pense que je suis un citoyen qui jouit de ses droits. Je pense que je suis un patriote qui a hérité spirituellement de la mission de poursuivre ce que d'autres compatriotes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest ont entamé. La mission de construction d'un Cameroun où ceux qui emporteraient la nationalité en seraient fiers. Un Cameroun rempli de potentialités qui ne demande qu'à être dirigé à tous les niveaux de prise de décision par des hommes qui l'aiment, par des hommes qui sont soucieux de construire un pays dont la postérité sera fière. Un pays où vous, avec le talent que vous avez, n'aurez pas envie de vous enfuir, de mourir dans la mer. Un pays où l'État serait au service de l'homme. Un pays encore où les gens meurent parce qu'il n'y a pas de kit de dialyse. Mais vous me parlez de quoi? Un pays où tous les jeunes, peut-être pas tous, mais une bonne partie de jeunes, plongeant, pataugeant dans le désœuvrement, se retrouvent aujourd'hui sur des motos. Ben moi, je l'ai déjà annoncé. On lancera une opération zéro moto, pas parce qu'on va interdire la pratique de la moto, mais parce qu'il ne se trouvera plus les gens pour les conduire. Parce qu'on va créer des conditions pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Toutes ces choses, on vous les proposera le moment venu. Mais c'est quoi ce pays où on ne peut pas se soigner? Vous savez, peut-être vous n'êtes pas encore allé dans l'arrière-pays. Parce que ce que je viens de faire, ce pays, j'ai découvert des choses. Vous savez, il y a encore des endroits au Cameroun où vous arrivez, vous vous demandez si vous êtes toujours au Cameroun. Vous voyez des gens, vous les observez, et on vous dit qu'ils portent la même nationalité que vous. Vous en doutez. Vous dites non. Dans mon pays, il ne peut pas avoir des gens aussi pauvres.
aussi complètement décalés. Ça, c'est au Cameroun. Et parfois, c'est à une cinquantaine de kilomètres de la métropole. Et à une dizaine de kilomètres d'une grosse bâtisse derrière un rempart où loge un individu qui vit à Yaoundé et qui prétend qu'il contrôle la situation de ce côté-là. Et il se fait appeler élite. Et il signe des motions de soutien autour de celui qui est devenu leur créateur. Non, en fait, un pays ne peut pas être bâti comme ça. Vous m'amenez même à parler des choses qui ne me préoccupent plus. Avec les nouvelles générations, nous travaillons à bâtir un autre pays. Et bon, si ça fait de moi un dérangeur, ok, j'en suis un. Parlant même d'élite, il nous souvient en 2015 qu'en pays Bassa, pour bâtir, vous avez initié un manifeste de 80 jeunes parce que vous insurgez du fait que l'élite ne s'occupait pas de la population. C'était en 2011. C'était en 2011. Oui, ça m'a valu une arrestation d'ailleurs. Oui. J'ai passé quelques jours en cellule à cause de ça. Et aujourd'hui, quand vous rentrez en pays Bassa, c'était une parenthèse. Est-ce que la chose a évolué? Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc le combat d'hier, il a muté. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin d'écrire un manifeste pour l'Union Ekele. J'en écris maintenant pour tout le Cameroun. Encore que j'en avais déjà écrit avant. Ça, c'était un mouvement qu'on avait lancé, effectivement, un mouvement de jeunes. C'était à la veille de l'élection présidentielle de 2011. On avait effectivement adressé une correspondance au président de la République lui demandant de démettre de leurs fonctions tous les ministres Bassa qui, à la veille de l'élection, allaient lui dire qu'ils contrôlaient la situation. Eh bien, on lui a dit, c'est pas la peine. Si vous continuez à nommer ces gens parce qu'ils vous disent qu'ils travaillent, c'est pas la peine. Vous perdez ces postes ministériels. Nommez peut-être, si vous voulez, les gens de votre village. Bon, une fois que nous sommes allés à Ezeka pour une réunion large, qui mobilisait d'ailleurs des centaines de jeunes, à peine était-on entré qu'une escouade mixte de gendarmes et de policiers avait fait irruption à armes au poing. Ils nous avaient pris comme de vulgaires bandits, nous ont jetés en cellule. Bon, moi dans la mienne, puisque certains étaient au commissariat et moi à la gendarmerie, c'était avec beaucoup de sérénité d'ailleurs que j'avais dit au commandant qui me coffrait qu'il perdait son temps et qu'il gagnerait peut-être à me faire sortir avant que l'affaire ne s'envenime. Et bien 3 ou 4 jours plus tard, je pense que lorsqu'un contingent d'une quarantaine de chefs traditionnels est arrivé en tenue d'appareil, se sont couchés à la gendarmerie en lui disant, écoutez, soit vous les libérez, soit vous nous faites entrer aussi, parce que ces enfants sont porteurs de messages que nous partageons totalement. Je ne compte pas les autres pressions qui s'en sont suivies, ils ont été obligés de nous libérer. Et tout souriant, je lui avais dit, que vous avez dit il y a quelques jours. C'est exactement la même chose que je dis à ceux qui veulent faire obstacle à cette dynamique nouvelle qui est en train de se créer au Cameroun. Peut-être les choses ne se passent pas comme certains les ont prévues. Ils les ont prévues à leur façon parce qu'ils sont les maîtres du Cameroun et sont également les prophètes établis et incontestés qui doivent décider de quand Cabral Libi doit dire une chose ou pas. Eh bien, les choses sont en train de se passer différemment. On est en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est ce peuple qui décidera de qui sera président ou pas, qui sera député ou pas, qui sera maire ou pas. S'ils choisissent tous Paul Biya, tant mieux. Je vous le disais tout à l'heure, ce peuple-là qui choisit le même homme qui les fait souffrir à chaque fois, ça peut être une particularité camerounaise. Ce sera peut-être encore l'occasion en 2018 de le vérifier. Mais moi, je doute que ce soit le cas. Parce qu'en 2011, il y avait 7,5 millions d'inscrits. 4 millions seulement sont allés au vote. Et le président a été réélu comme à l'accoutumée avec ses 3 millions de votants. Et les autres 21 candidats, puisqu'il y en avait 22, non, il y en avait 23, se sont partagés le reste du million de suffrages. Ça a donné 0,001 à chacun. Donc voilà dans quel contexte on est. Et nous disons non, ça ne doit plus se passer comme ça. Nous disons au peuple, allez aux urnes. Et nous disons aux jeunes, tu as 23 ans, tu peux être maire. Tu as 23 ans, tu peux être député. Tu as 40 ans, tu peux être sénateur. C'est l'occasion ou jamais. Qu'on proroge ou pas, j'entends dire qu'on veut proroger parce qu'il y a la CAN ou je ne sais trop quoi. Je ne sais pas dans quel pays au monde, à cause d'une compétition sportive hypothétique, on commence à faire circuler les rumeurs de prorogation. Qu'on proroge même jusqu'en 2030. Nous serons toujours là. Et ce qui doit se faire sera fait. Nous ne perdons pas de temps à réfléchir à ce genre de choses. Nous sommes sur le terrain. C'est peut-être une manière à vous de répondre à vos détracteurs qui disent que vous n'avez pas d'effet d'armes politiques. Voilà un exemple quand on évoque... D'accord. Demandez donc à ces détracteurs quels sont leurs faits d'armes. C'est quoi des faits d'armes en politique? S'il fallait, je crois que j'en ai même. Hein. J'ai même des faits d'armes qui dépassent de loin en valeur les faits d'armes de ceux qui prétendent avoir le titre foncier, des titres fonciers, les titres sur le foncier politique camerounais. Ok, nous allons vous proposer quelque chose. Parce que
l'homme de la rue, on lui a posé la question de savoir s'il avait Cabral Libye en face de lui, que lui dirait-il? Écoutons un peu ces quelques questions. On va procéder par questions-réponses. Vous verrez, ça peut être très intéressant. Suivons. Une question qui vous est posée. Ben, je rassure votre téléspectateur. Je commence par la dernière parce qu'elle est récente et elle est fraîche dans ma mémoire. Je rassure votre téléspectateur que je ne suis pas un indique. D'abord, c'est quoi un indique? Donc, quelqu'un que le pouvoir aurait donc envoyé pour faire quoi? Demander aux gens de s'inscrire? Ça peut être un heure. Oui, mais quelle serait ma mission là, comme indique? Demander aux gens de s'inscrire? Tous les partis d'opposition le font déjà. Ah, peut-être qu'ils sont donc tous truffés d'indiques. Donc, quand vous dites aux Camerounais, inscrivez-vous, vous devenez un indique. C'est ça? Moi, je veux comprendre. Malheureusement, votre téléspectateur n'est plus là pour m'expliquer. Mais il l'a dit lui-même. On dit des choses sur la toile. On a dit sur la toile que j'ai violé des filles à l'université. Que j'avais un comptoir où je vendais des notes à l'université. Donc, il faut peut-être que je le rassure également. Que vous êtes même absentéiste. On a dit sur la toile pendant que j'étais aux États-Unis que non, c'est pas vrai. On avait fouillé dans tous les aéroports. J'étais caché dans mon village. On a dit dans les réseaux sociaux que j'étais parti du Cameroun avec une mallette d'argent pour aller distribuer à tous les Camerounais qui vivent dans la diaspora. On a dit dans les réseaux sociaux, on a dit. Alors, faut-il qu'à chaque fois, je doive répondre à ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux? Chacun, il a une jugeote, doit se faire une idée de tout ce qu'on dit. Non, je ne suis un indique de rien. Je suis un Camerounais qui a annoncé qu'il entrerait en politique en 2018 et qu'il serait donc porteur d'un projet de société. Je ne sais pas pourquoi ce Cabral Libye, qui ne dérangeait personne, quand il écumait les plateaux de radio et de télé pour critiquer Paul Biya, tout simplement, il rentrait chez lui après pour critiquer le régime, comme on aime à me le rappeler, pour distribuer les bons et les mauvais points. Ce Cabral Libye là n'était pas indique. Ce Cabral Libye là, tous les partis politiques s'aimaient se l'arracher dans leur rencontre. Un tel parti faisait une conférence de jeunes, j'étais là. Il y a même un qui s'était permis à l'issue de l'une de ces conférences d'annoncer que j'étais devenu militant. C'est le MRC. C'était en février 2016. Là, je n'étais pas indique. Hein. Ils avaient fait une grande annonce. Dès que j'ai démenti l'annonce, je suis devenu indique. Aujourd'hui, les mêmes qui hier m'applaudissaient comme nouveau militant du MRC sont les mêmes aujourd'hui qui disaient que ce gars n'est qu'un vulgaire indique. Ce Cabral-là, que ceux aujourd'hui qui me traitent d'idiot, venaient chercher à Yaoundé. Parce qu'ils sont ici à Douala. Pour que je vienne les retrouver ici pour qu'on fasse des mobilisations contre la révision du code électoral. Non, en ce moment-là, Cabral là n'était pas indique. Peut-être parce qu'on ne voyait pas vos visées véritablement politiques. Ah, donc parce que quand on a de nouvelles visées, on devient subitement indique. Perhaps. Ah, ok. Mais ça, c'est des choses que je découvre. Réfléchissez-y par vous-même. Ces gens qui racontent un tas d'âneries et de sottises à mon sujet ne vous disent pas quel type de rapport on a eu jusqu'ici. Hein. Tous. Venez me chercher. Tous. Et même à voir là, dans les débats, dans le même camp qu'eux. Non, là, je n'étais pas indique. Depuis que j'ai dit inscrivons-nous sur les listes électorales, j'entre en politique, j'aurai un projet de société, je suis devenu subitement un indique. Vous ouvrez les yeux. Mais en quoi quelqu'un qui ouvre les yeux devient un indique? En quoi quelqu'un qui dit même qu'il entre en politique, qui dit même qu'il sera candidat, qui dit même tout ce que vous voulez, devient subitement un indique? Ça a une cohérence, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que personne n'y croit. C'est pour ça que personne n'y croit. Bon, il y en a forcément qui y croient. Bon, chacun croit à ce qu'il veut. S'il veut croire à ce que je dis tout ça, c'est des sottises. L'autre question, avant celle-là, puisque j'ai commencé par le bas, c'était
la crise anglophone. Qu'est-ce que je dis de la crise anglophone? Je dis que c'est une situation regrettable. Cette crise, un peu comme Cabral Libye, quand je commençais, on riait. Cette crise, mais là-bas on ne riait pas, parce que cette crise ne commence pas en novembre 2016. C'est une crise qui date de bien de mois avant, de bien d'années avant. La preuve, plein de discussions avec où? Avec les syndicats d'enseignants, avec les syndicats d'avocats, notamment en tout cas avec, oui, une partie de l'ordre des avocats. Beaucoup de stipulations avaient été formulées, mais jamais les résolutions n'ont été suivies des faits. Et quand à un moment les revendicateurs en ont eu marre, ils ont décidé de manifester. Jusque-là, il n'y avait pas de consortium. Hein. C'est lorsqu'on a commencé à battre des avocats, à les rouler dans la boue, simplement parce qu'ils exprimaient un certain nombre de préoccupations, que la crise s'est exacerbée. Donc chaque fois que vous parlerez de la crise anglophone, rappelez que les auteurs de la crise anglophone, c'est le système gouvernant. Ce sont les ministres de Paul Biya. Ce sont les policiers de Paul Biya qu'on a envoyés, mais eux ils n'y sont pour rien, puisque ce sont leurs patrons qui leur donnent des instructions, et quand on est policier, on fait ce que le patron a dit. Ce sont ces interlocuteurs qui, comme je vous disais tout à l'heure pour des élites, qui sont autour de lui au palais et qui lui disent qu'ils contrôlent la situation. Et qui, lorsque les avocats ont commencé à manifester, ont envoyé des escouades les bastonner. Ils n'avaient donc pas prévu la suite. Ça s'est exacerbé, ça s'est tendu, au point qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. C'est important de le préciser. Je me demande donc si ceux qui ont provoqué la tension et l'exacerbation peuvent encore apporter la solution. Attendons de voir, le miracle est toujours possible. Et maintenant, l'affaire s'est métastasée. Les relents politiques qui jusque-là étaient sous-jacents sont revenus au grand jour. Aujourd'hui, la crise est devenue politique. Et il faut des solutions politiques. La question du fédéralisme, moi j'en parle à chaque fois, elle n'est pas taboue. Vous l'avez dit, je dispense des enseignements de droit, notamment de droit constitutionnel. Et j'apprends des régimes politiques aux étudiants. Et parmi les régimes qu'on leur apprend, il y a le fédéralisme. Les formes de l'État, la forme unitaire, la forme fédérale, la forme confédérale, la forme régionaliste. On l'apprend aux étudiants dès la première année. Comment voulez-vous donc qu'on me dise, qu'on me convainque? Comment voulez-vous convaincre des gens que dans un pays qui a une soixantaine d'années d'existence en tant qu'État, que 11 années de ces 60 ans d'existence après l'indépendance aient été ponctuées par le fédéralisme, c'est-à-dire de 1961 à 1972. 49 ans plus tard, la partie, à cause de qui on était entré en fédéralisme, parce que ce n'est pas la partie francophone qui a voté pour le fédéralisme, c'est la partie anglophone qui avait même le choix entre être rattaché complètement au Nigeria et être rattaché à la partie francophone. Ils ont accepté de se rattacher à la partie francophone à condition que ce soit une forme fédérale. Par la suite, on a laissé l'impression que les choses avaient évolué. Eux-mêmes, ils ont accepté que les choses évoluent, sauf que ça n'a pas évolué comme cela avait été concerté. Est-ce que le plan qui avait été mis sur pied, la feuille de route qui avait été mise sur pied, est-ce qu'elle a été respectée? 49 ans plus tard, ils te disent qu'elle n'a pas été respectée et qu'il vaut mieux pour eux rentrer en fédéralisme. Le dire est tout simplement légitime. Je l'ai dit avant de lancer une opération 11 millions d'inscrits. Je l'ai dit depuis que cette crise a commencé. Parce que maintenant on dit que je le dis parce que je veux séduire les anglophones. Mais comme il y a les bandes qui existent et les chroniques que je fais dans la ville de Douala, dans une radio que vous devez bien connaître, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Et moi, à titre personnel, je vous dis donc que je ne suis pas opposé au fédéralisme. Je suis même pour le fédéralisme. Mais pas un fédéralisme à deux États. Parce qu'à la vérité aujourd'hui, autant ce fédéralisme à deux États va peut-être arranger les anglophones, mais à la vérité, c'est une opportunité qui se présente aujourd'hui au Cameroun pour régler même un certain nombre de problèmes. Il faut autonomiser les régions. C'est cette intuition que les législateurs de 1996 avaient. Parce qu'on croit que, quand on dit décentralisation, ça veut dire région. On peut faire la décentralisation sans région.
Le Cameroun était déjà décentralisé avant 1996. Hein. Sûr. Le Cameroun était décentralisé. Si on est entré dans le régionalisme, c'est parce qu'en ce moment-là, c'est l'autonomie des régions qu'on visait. Donc moi, je suis pour un fédéralisme à plusieurs États, à plusieurs blocs d'États. Maintenant, sur la question de la santé et de l'éducation, c'était la toute première question. Je n'ai pas oublié. Je préfère surseoir à répondre à cela parce que là, c'est une question qui rentre dans le projet de société. Puisque c'est un travail qui est en train d'être fait avec mes équipes, je ne voudrais pas m'étaler ici sur mes intuitions à moi. Dans les semaines qui viennent, vous aurez le fruit du travail qui est en train d'être fait et puis on discutera des options que nous avons sur la santé, sur l'éducation. Mais dans certaines de mes sorties, je me suis d'ailleurs engagé là-dessus. Parlons encore de la crise anglophone avec la rentrée scolaire qui s'annonce le 4 septembre prochain. Les établissements sont en train d'être brûlés dans ce côté. À la rentrée prochaine, est-ce que les élèves de ce côté-là iront à l'école? N'est-on pas en train d'hypothéquer une jeunesse, de sacrifier une jeunesse de ce côté, tant bien qu'on sait que dans la Constitution du Cameroun, on dit que nous sommes un État indivisible, et que dans la Déclaration des droits, et dans la Constitution camerounaise elle-même, on dit qu'on a le droit à l'éducation, à la santé, et bien d'autres. Comment est-ce qu'on reste si indifférent et sourd à cet appel de ces enfants qui ne sont pas responsables de la guerre entre les grandes personnes? N'est-on pas en train de bafouer le droit à l'éducation? N'est-on pas en train de compromettre l'avenir de ces jeunes compatriotes? Si, c'est ma réponse, effectivement. C'est pour ça que je condamne avec la dernière énergie ceux qui sont en train de brûler des écoles. Parce qu'au-delà de la crise anglophone, détruire des bâtiments publics, d'abord c'est infractionnel, mais au-delà, ça a des conséquences durables. Parce qu'il faudra reconstruire ce qu'on a détruit, ce qu'on a incendié. C'est pour ça que les auteurs de tels actes, s'ils sont arrêtés, doivent être punis avec... On doit leur infliger les sanctions les plus sévères. On peut être mécontent, mais de là à brûler des édifices publics, de là à brûler des écoles. C'est pour ça que j'encourage les services de sécurité, d'ordre de sécurité, non seulement à empêcher que ce type de choses se produisent, mais à traquer ceux qui posent de tels actes. Parce que ça déshonore finalement et ça délégitime la crise en elle-même. Même si, dans une certaine mesure, on peut comprendre que l'exacerbation de la colère peut pousser des gens à bout. Vous savez, la destruction des édifices ou des biens, ça n'a pas commencé au Cameroun et partout ailleurs. Même lorsque vous voyez une manifestation minime dans certains pays de forte démocratie comme la France et ailleurs, parfois les gens brûlent des véhicules, parfois les gens brûlent des maisons. Mais c'est des choses ici ou ailleurs qu'il faut absolument condamner. Mais une fois que je l'ai dit, je rappelle que la compromission de l'avenir des enfants, cette responsabilité, la responsabilité de cette compromission est partagée. Et par ceux qui brûlent les édifices, et par ceux qui ont créé les conditions d'exacerbation de cette crise. C'est pour ça qu'ensemble, il faut régler ce problème. Voilà la solution. La rentrée s'en vient le 4 septembre. J'ai entendu le président de la République prendre des engagements fermes pour ces stades préfabriqués en Italie. Mais on attend qu'il prenne des engagements fermes pour la rentrée scolaire. Visiblement, la CAN de 2019 est prioritaire, elle n'est pas aussi importante. Il trouve que là, il doit faire une sortie publique pour prendre des engagements fermes. Mais là, il faut que le président de la République prenne ses responsabilités de chef d'État et s'engage à faire que l'école reprenne le 4 septembre. Et ça, ce n'est pas qu'une question d'annonce sur un pupitre dans un palais. C'est qu'il faut descendre sur le terrain. Il faut créer les conditions de discussion franche entre son gouvernement et les populations qui sont mécontentes et de trouver des solutions. C'est ça aussi gouverner un pays, il me semble. Merci. On note aussi également à votre suite que le président a octroyé une subvention de 2 milliards de francs CFA pour venir en aide au sous-système francophone. S'il vous plaît, apprenez à dire l'État. L'État du Cameroun. Oui, vous avez dit le président. C'est le ministre de la communauté, c'est le ministre de la... Non, le président n'octroie pas des subventions. Le gouvernement l'État du Cameroun. C'est le rôle de l'État. Il est le chef de l'État, le chef... Parce que quand vous le dites, ça crée une confusion. C'est comme si c'était un acte de charité. Ce n'est pas un acte de charité. L'argent ne vient pas de sa fortune. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il ne pouvait pas avoir une fortune qui atteint 2 milliards. C'est quelqu'un, dit-on, de très modeste. Et qui n'a entouré que de voleurs. Lui n'a jamais volé. Je le crois d'ailleurs.
Ok, nous l'avons compris. Et quand le Mercyship vient, c'est aussi l'État du Cameroun qui a fait venir le Mercyship. On poursuit, Cabral, avec d'autres personnes dans la société qui ont également d'autres questions à vous poser. On les suit. Peut-être commencer par la deuxième. Je n'ai pas choisi les États-Unis. Parce que si j'avais choisi, j'y serais allé de mes propres moyens. J'ai été invité aux États-Unis. Et j'ai donc accepté de déférer à l'invitation. Quel était donc l'objet de l'invitation? C'était la sensibilisation des Camerounais vivant aux États-Unis. Et c'est quand j'y suis arrivé que j'ai compris pourquoi. Il y a une très forte population camerounaise aux États-Unis, hein, de plusieurs millions d'âmes. J'étais étonné. Je n'ai pas eu une minute de repos aux États-Unis. J'allais de ville en ville, parfois d'État à État, pour rencontrer des communautés de Camerounais. Et vous avez vu les images certainement de la réunion publique. Et là-bas également, il y a beaucoup de Camerounais qui voulaient s'inscrire sur les listes électorales. Et qui voulaient que je discutais avec moi, que je leur dise ce que je pensais de la crise anglophone, comment je pensais que les élections pouvaient se dérouler. Et j'ai d'ailleurs essayé au niveau de l'ambassade de rencontrer le personnel diplomatique camerounais en service là-bas pour m'assurer de ce que des dispositions étaient prises. Malheureusement, ni le consul ni l'ambassadeur n'ont daigné me recevoir pendant que j'étais là. C'est quand même un drôle de pion du président qui n'arrive même pas déjà à se faire recevoir par les ambassadeurs nommés par celui dont il est le pion. C'était dit en passant. Donc, et ça s'est très bien passé. Donc, pour répondre à votre téléspectatrice, je n'ai pas choisi. Et puis, j'y suis allé pour des raisons que je viens de donner. C'était pour sensibiliser la population camerounaise là-bas. On vous annonce... Et encore que j'aurais pu décider d'aller aux États-Unis si j'avais les moyens de choisir, et que je serais allé aux États-Unis et que je ne me sentirais pas obligé de m'expliquer sur tous mes voyages privés. Je ne sais pas pourquoi personne ne me demande pourquoi je suis allé au Ghana il y a 1 an, pourquoi je suis allé au Sénégal il y a 1 an et demi, pourquoi je suis allé au Gabon il y a quelques mois, pourquoi de temps en temps je vais dans mon village. Apparemment, c'est les États-Unis qui préoccupent. Certaines indiscrétions disent que vous avez une prochaine tournée annoncée en Europe. Confirmez-vous l'information? Ce ne sont pas des indiscrétions. J'ai une fois de plus été invité en Europe par une association. Oui, d'abord en France et en Belgique, par une association, l'Observatoire électoral de la diaspora camerounaise. Ils ont décidé de me décerner un prix du meilleur booster de la démocratie. C'est un prix qu'ils voulaient d'ailleurs me décerner au courant du mois d'août. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, parce qu'après le voyage des États-Unis, je ne voulais pas en faire un autre hors du pays, compte tenu du travail qui restait à faire au niveau national. D'ailleurs, je rappelle, j'ai même lu que j'étais parti aux États-Unis avant d'aller sur le terrain au Cameroun. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant d'aller aux États-Unis, j'avais déjà fait au moins 2 régions. Mais ça n'intéressait pas les gens, et puis de toute façon, tant mieux. Donc, voilà pourquoi j'irai bientôt en Europe. Les dossiers sont en instance de visa. Si on n'obtient pas de visa, on ne partira pas. Mais si on les obtient, c'est prévu pour fin septembre. Et puis on ira, et puis on recevra le prix. Et puis en marge de cela, on veut faire quelques rencontres avec les Camerounais vivant là-bas. Ok, merci Cabralibi pour le déplacement que vous avez fait dans nos studios de Abika. Un mot de fin? Le même. À vos téléspectateurs, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. J'espère que vous, M. Bika, vous êtes déjà inscrit. Je suis déjà inscrit. Les membres de votre famille aussi? Également. Ah ben tant mieux. Les voisins? Ce qui est de mon épouse, je le sais, mais pas pour les voisins, je ne je ne vous demanderai pas de laisser votre boulot à ABK pour rejoindre l'équipe de 11 millions, mais de temps en temps, quand vous dites bonjour aux voisins, si jamais vous n'êtes pas dans des quartiers où les voisins ne se parlent pas, demandez-leur s'ils sont inscrits. Merci, c'était la Cabralibi. Mais avant de mettre un terme à cette édition, nous remercions toute l'équipe de production qui n'a ménagé aucun effort. Audibert Tanzon, Dynastie Defo, Lionel Abdou Salam, Inyenge, Aurel Tagné, Didier Nguem, William Eli, sans oublier Michel Sellet et bien sûr le superviseur Marc Ouesso. Merci et à la prochaine. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous.
Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses